Bonjour à tous. Cet été, la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer vous propose une exposition patrimoniale autour du thème de l'emblème. Mais qu'est-ce que c'est qu'une emblème? Si on retourne aux sources, on peut lire dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qu'une emblème est, je cite, une image ou un tableau qui, par la représentation de quelque histoire ou symbole connu, accompagné d'un mot ou d'une légende, nous conduit à la connaissance d'une autre chose, d'une moralité. Ce qui distingue l'emblème de la devise, c'est que les paroles de l'emblème ont toutes seules un sens plein et achevé, et même tout le sens et toute la signification qu'elles peuvent avoir jointes avec la figure. On ajoute encore cette différence, que la devise est un symbole déterminé à une personne ou qui exprime quelque chose qui la concerne en particulier, au lieu que l'emblème est un symbole général. L'emblématique est donc un art qui associe deux modes d'expression, le texte et l'image. Les ouvrages pouvant être qualifiés d'emblématiques sont toujours composés selon le principe suivant. Dans un premier temps, on a le titre, aussi appelé inscription ou motto. Dans un deuxième point, on a l'image, dont les éléments visuels sont disposés de manière à évoquer la scène. Et enfin, un court poème en vers, aussi appelé souscription, vient compléter le tout. Si la combinaison est double, titre plus image, on parle simplement de devise. Si elle est triple, inscription, image et souscription, on a un emblème à proprement parler. L'emblématique s'est développée dans la pédagogie humaniste qui consistait à transmettre un enseignement ou un message à l'aide d'emblèmes et de devises dont le caractère concis et iconique est censé faciliter l'apprentissage et la mémorisation des idées qu'elles illustrent. Le jeu de va-et-vient entre texte et image est important dans l'art de l'emblème. En effet, le texte n'est pas seulement là pour expliquer l'image, ni l'image pour illustrer le texte. En réalité, l'un et l'autre se répondent et expriment la même chose, mais chacun dans son langage propre. Comme l'explique le professeur Anne-Elisabeth Spica, je cite, « L'image plastique ne renvoie pas à l'objet qu'elle dénote, mais à la notion qu'elle connote synthétiquement. » C'est le dialogue entre les deux médiums, texte et image, qui crée dans l'esprit du lecteur la compréhension la plus exacte possible des notions évoquées par l'emblème. Il s'agit en réalité d'une pratique très ancienne, qui remonte aux techniques mémorielles mises au point dans l'Antiquité et qui se sont transmises pendant tout le Moyen-Âge et vont perdurer encore à l'époque moderne, en particulier pendant les XVIe et XVIIe siècles. Dès le XVIe siècle, les arts de mémoire illustrés prêts à l'emploi ont été publiés et ont contribué à alimenter la banque d'images mnémotechniques, notamment dans le cadre du développement pratique de l'oraison mentale. L'oraison mentale, c'est un véritable assemblage d'exercices spirituels, au sens le plus littéral du mot, c'est-à-dire une sorte bien précise de gymnastique mentale, finalisée par la forme d'authentiques athlètes spirituels en vue d'une connaissance profonde de Dieu et de ses mystères. Et cela jusqu'à ce qu'ils aient atteint un état d'union mystique avec cette même réalité divine. Ce système iconotextuel, c'est-à-dire basé sur la combinaison entre texte et image, est en grande partie issu du mouvement européen de recherche de la langue parfaite qui se développe à la Renaissance. En effet, les humanistes et philologues de cette époque ont essayé de concevoir un langage universel capable de dépasser le caractère arbitraire des signes que sont les lettres et les mots, de pallier les défauts de toutes les langues humaines en quelque sorte. Cette langue parfaite, divine, évoquée dans la Genèse, est celle que le Créateur a donnée à Adam pour désigner la création. Transmise à ses descendants malgré l'expulsion du paradis originel depuis le déluge, elle disparaît au moment de la destruction de la tour de Babel. Mais pas tout à fait. Les Égyptiens l'auraient conservée dans leurs hiéroglyphes. Les livres d'emblèmes sont à l'origine d'une iconographie extrêmement riche, pour ne pas dire pléthorique, qui fait appel à une très vaste culture littéraire et artistique, tant religieuse que profane, pour illustrer un immense catalogue de concepts et d'idées au travers d'une multitude d'allégories plus ou moins évidentes et qui s'inscrivent souvent aussi dans la tradition des images de dévotion. Les deux plus fameux de ces livres, que vous pourrez découvrir à la bibliothèque, sont les Emblemata d'Andrea Alciato, dont la première édition est publiée par Heinrich Steiner à Augsbourg en 1531, et l'autre est l'Iconologia de Cesare Ripa, publiée pour la première fois à Rome en 1593 dans l'officine des héritiers de Giovanni Gigliotti. Ces deux livres s'inscrivent également dans un renouveau de l'hermétisme, porté notamment par la publication de plusieurs traités à mystère, dont les fameux Hieroglyphica, attribués à Aurapollon du Nil, un philosophe alexandrin de la deuxième moitié du Ve siècle, et dont l'humanisme Pietro Valeriano va donner un commentaire, publié à Bâle en 1556 et traduit en français dès 1576 et en italien en 1602. Un livre que vous pourrez là aussi venir admirer à la bibliothèque.